Bonjour à tous, aujourd'hui dans les Rois sans couronne, on continue la série sur les champions du monde où je vais essayer de vous faire vous montrer un peu des trucs que vous verrez pas ailleurs sur les grands joueurs de l'histoire des échecs. On va parler de Alekhine aujourd'hui, donc c'est un nom qui est connu par la plupart des joueurs. C'est un champion du monde particulier parce qu'il a une vie, bon ça vous allez me dire comme tous les grands joueurs, mais il a une vie vraiment filmesque. C'est un joueur qui est né à la fin du 19e siècle dans la Russie tsariste et qui est mort en 1946, donc après la Seconde Guerre mondiale. Il a été retrouvé assassiné à Lisbonne, enfin probablement assassiné, empoisonné. Il y a plein de rumeurs sur les conditions de sa mort. Donc pour un joueur d'échecs, ça paraît fou de se dire que quelqu'un aurait cherché à assassiner un joueur d'échecs. Mais c'est un joueur qui est connu aussi pour s'être noyé complètement dans le jeu, donc vraiment à corps perdu dans l'apprentissage, la maîtrise de ce jeu. Il est connu pour sa rivalité évidemment avec Capablanca. C'est celui qui a mis fin au règne de champion du monde de Capablanca. C'est un joueur qui a scoré des parties incroyables contre tous les meilleurs joueurs de son temps. Il prenait peut-être un peu certains adversaires à la légère, par exemple Maxov, qu'il a battu en championnat du monde, sur lequel il a dû prendre une revanche un peu plus tard. Et c'est un joueur qui a aussi beaucoup contribué à la théorie des échecs et aux commentaires échiquiens en général dans la presse. Donc évidemment, on lui doit la défense à Alekhine, mais c'est un joueur qui a fait avancer la théorie sur plein d'aspects, qui a écrit un très bon livre qui s'appelle 200 parties d'échecs, où il commente de manière assez objective, ce qui est pas toujours donné à tout le monde, ses propres parties. Donc dans le commentaire échiquien, vraiment, c'est quelque chose que je vous recommande comme livre. Son image, elle est un peu ternie par son rôle pendant la Seconde Guerre mondiale parce que il aurait fricoté avec l'occupant nazi en France. Donc on retrouve des publications où il fait des comparaisons très hasardeuses sur les origines des joueurs et leur style de jeu, etc. Il y a plusieurs théories. Certains disent qu'on l'aurait forcé à écrire ces trucs, d'autres disent que c'est lui qui l'a écrit vraiment puisque c'est lui qui a signé ces documents. Et toujours est-il que ça vient ternir l'image d'un joueur qui a un style incroyable, mais si on se cantonne juste à ce qu'il a fait d'un point de vue échiquéen, c'est un joueur qu'on doit étudier parce qu'il y a une créativité incroyable chez lui. Je vous propose de vous illustrer ça avec une partie qui est très peu connue de lui, que vous ne verrez pas ailleurs, je pense, qu'il a joué contre un certain Arklinov, je ne suis pas sûr du nom, qui avait les blancs, c'était en 1910, donc Alekhine était encore assez jeune. Il faut savoir qu'à l'époque, pour avoir le titre de maître ou de grand maître, c'était pas comme, il n'y avait pas la FIDE qui octroyait le titre comme après la Seconde Guerre mondiale ou les systèmes de normes comme ce qu'on connaît aujourd'hui. Il fallait participer à des tournois de maître. Il y en avait qui étaient organisés en Allemagne, par exemple, avec des tournois de groupe, et le vainqueur du groupe se voyait octroyer le titre de maître. Et à l'époque, c'était synonyme d'avoir des ressources, quoi, de pouvoir vivre pendant quelques mois, d'être invité dans des tournois, être défrayé, puis gagner le prix, etc. Donc la partie que je vais vous montrer, c'est une partie qui illustre une idée très très rare aux échecs. Il l'a trouvé lui sur l'échiquier ce truc. Et j'espère que vous aurez le bonheur de placer une combinaison comme ça dans votre vie parce que c'est stratosphérique. Donc on passe à la partie et regardez. C'est une écossaise. C'est une des grandes lignes, vous voyez ici. Si je prends cette position-là, après F4, on passe sur la théorie. Vous voyez, les noirs mettent la dame en H6. Donc l'idée d'Alekhine, c'est d'avoir un vis-à-vis, regardez. Avec ça, en même temps, la dame regarde toujours vers le roi. Mais là, on peut dire que la position elle est déjà intéressante. Il y a déjà un potentiel tactique sur l'échiquier. Les noirs jouent roi H1, et regardez, cavalier E5. L'idée dont je vous parlais, c'est-à-dire qu'Alekhine profite du clouage sur le fou E3. B4, cavalier G4, fou G1. Et là, déjà, il récupère le fou de case noire. Donc ça a l'air de rien, mais cette première victoire positionnelle, on va dire, de récupérer le défenseur des cases noires, ça va être important pour la suite. D'autant plus que quand les blancs ont poussé ici, ils ont fait une espèce d'affaiblissement important, ils ont donné la case E5, pardon, la case centrale, et cette case, elle va servir aux noirs pour installer une pièce, par exemple un cavalier ou une tour. Fou C2, et là, l'idée d'Alekhine, elle est très simple, vous voyez, il rend la pièce ici, il rentre dans cette finale, parce qu'il sait que dans toutes les finales, maintenant, le cavalier va s'installer en E5, il va être horrible à gérer pour les blancs. Donc fou D7, cavalier D2, on arrive sur cette position-là, et là, maintenant, c'est la tour qui s'installe. Une fois que la tour est là, le fou des blancs n'est pas de la bonne couleur pour déloger la tour. Donc ça, c'est une notion qui est un peu compliquée à comprendre, peut-être pour les joueurs, on va dire en dessous de, je sais pas, peut-être 1800 ou 2000, ça paraît peut-être plus abstrait comme notion. Pourtant, dans cette partie à niveau grand maître, c'est décisif comme truc. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a pas un monde où les blancs vont pas prendre une pression phénoménale sur le pion en E4. Et donc c'est ça qui va décider sans doute du cours de la partie. Tour D1, fou C6, tour E3. Donc regardez, là maintenant il maximise la pression sur le pion E4, G6, G4, roi G7, roi F3. Ok. Là vous pouvez mettre pause et commencer à réfléchir à partir d'ici. C'est ça
qu'on appelle la technique aux échecs, c'est-à-dire convertir un avantage gagnant, un avantage positionnel, en un truc gagnant de manière limpide, quoi. Donc si vous avez mis pause ici, vous avez trouvé le coup D5, et D5, on sent que c'est déjà un moment critique, parce que vous voyez qu'on vient mettre une pression supplémentaire ici, et que ça peut chauffer là, ici, ça peut chauffer pour les blancs. Les blancs, ils veulent pas tomber dans cet alignement, vous voyez, entre le fou de case blanche et le roi en F3. Et donc ils ont joué roi F4. Pion prend, fou prend, et là, je vous réinvite à mettre pause, c'est ici le moment, on va dire, le plus spectaculaire. Donc ça, pour moi, c'est cette partie qui m'a le plus marqué chez Alekhine. Elle est, encore une fois, complètement sous les radars, je l'ai découvert très tard. Et là, il a eu une idée qui est phénoménale, regardez. Tour prend. Et vous pourriez me dire que c'est complètement débile de prendre de la tour et pas du fou. Évidemment, il a une idée en tête, c'est qu'après tour prend, si vous avez mis pause, vous avez trouvé la séquence, G5. Après G5, le roi, il est pris en grand écart. Vous voyez, il ne peut pas continuer à protéger la tour et manger le pion. S'il mange le pion, donc on gagne une pièce en prenant là. S'il vient là, on mange la tour avec notre tour. Donc, roi F3 forcé. Et là, essayez de vous demander pourquoi est-ce qu'il aurait voulu amener cette position-là. Qu'est-ce qu'on a gagné avec les noirs à avoir filé la qualité pour atteindre cette position-là? En réalité, c'est ce qu'on appelle un clouage éternel, cette position-là. Donc ce thème, c'est un des thèmes les plus beaux, je trouve, aux échecs. C'est qu'ici, les blancs ne peuvent jamais quitter le clouage. Ils vont rester cloués pendant les 20 coups qui restent de la partie ici. Donc dès que le roi s'en va, on gagne une tour. Et dès que cette tour s'en va, on gagne l'autre tour en E4. Donc ici, Alekhine joue H5, H3, et regardez tout simplement, il épuise les coups de l'adversaire. Il lui a enlevé le pion H, maintenant il vient bloquer les deux pions ici, tour E3, et donc là, troisième moment où il faut mettre pause, je sais que je vous en demande beaucoup, mais ça vaut la peine, c'est un bon exercice d'essayer de chercher le plan gagnant ici pour transformer cette position. Tour E5, et je pourrais mettre 2 points d'exclamation, c'est un plan très simple, hein, mais l'idée, c'est que notre tour maintenant couvre le passage du roi, il va juste, regardez, activer ces pièces dans la meilleure des façons. Les blancs peuvent que faire des allers-retours un peu absurdes avec la tour. Là, Alekhine améliore à fond sa position. Il se crée un chemin pour transposer en finale. Et maintenant qu'il a atteint une position de finale gagnante, il joue fou prend et roi D5. Et là, c'est très joli, regardez. Puisque si les blancs échangent, après roi E3 et F6, c'est déjà perdu. Si le roi va à droite, on va à gauche. Et si le roi va à gauche, on va à droite. C'est un thème d'opposition très classique. Donc dans la partie sur roi D5, les blancs jouaient tour E3, Alekhine échange, et joue roi C4. Quand le roi vient en E4, on a toujours un tempo dans notre manche, F6. Et donc là, il va manger le pion et gagner la finale de roi. Donc qu'est-ce qu'on retient de cette partie? C'est que, regardez, ici, il a été vraiment super créatif sur ce thème. Il a flairé en gros tous les 20 derniers coups de la partie, dès qu'il joue ce D5, vous voyez là. Et ce D5, il est permis par la pression qu'on a grâce à la case forte ici. C'est-à-dire c'est depuis que les blancs ont donné cette case forte qu'ils sont dans une sauce pour la suite de la partie, parce que ça crée un pion arriéré sur une colonne semi-ouverte, et on a juste à tabasser ce pion le plus possible avec toutes nos pièces pour ensuite essayer soit de le gagner, soit de transposer en finale gagnante. J'espère que ce thème du clouage éternel, pareil, ça vous aura beaucoup plu, et que ça vous donnera envie de regarder plus de parties d'Alexandre Alekhine.